Bonsoir à tous, merci. Merci d'être présents ce soir ici à l'Opéra Comédie. Nous sommes très heureux de vous accueillir pour cette 5e édition du Gala des ambassadeurs. Et pour ouvrir cette soirée exceptionnelle, j'appelle le président de la tribune, Jean-Christophe Tortora. Sous vos applaudissements chaleureux. Bonsoir Jean-Christophe. Bonsoir Virginie. Vous avez choisi, Jean-Christophe, comme thématique de cette édition, les voies de l'économie. Oui, pour plusieurs raisons, Virginie. Tout d'abord, l'Occitanie, ce sont des femmes et des hommes de caractère. On va le voir ce soir avec des parcours d'entrepreneurs exceptionnels. C'est ce qui caractérise notre région d'Occitanie. Ensuite, le choix de Montpellier. Et je salue monsieur le maire et président de la métropole de Montpellier, cher Michael Delafosse. C'est parce que je le dis, j'allais dire Michael is back, mais Montpellier is back. Quand je vois le programme de Montpellier, dimanche, ouverture de la Cité des Arts, dans quelques jours, le président de la République ici avec ce sommet Afrique-France. Il y a encore quelques jours, tous les présidents de région étaient ici à Montpellier. Tout se passe à Montpellier. Écoutez, moi je suis ravi parce que la Tribune a fait ce pari il y a quelques années d'être le seul journal économique en France à avoir un bureau et des équipes ici. Je les salue ce soir. Donc je crois qu'on a fait le bon pari dans un moment où tout s'accélère à Montpellier, donc c'était normal de choisir Montpellier pour cette rentrée économique. Enfin, Virginie, la voie, c'est aussi un enjeu important dans les filières ici qui sont développées dans la métropole. On découvrira quelques talents ici des industries culturelles et créatives, notamment avec le début d'une filière qu'audio. Il y a ici des représentants. Et enfin, la Tribune, depuis maintenant quelques jours, est le seul journal économique en France à avoir la totalité de son offre éditoriale 100% audio augmentée. Ça veut dire, Virginie, que quand vous lisez un article de notre rédaction, que ce soit un article produit par la rédaction de Montpellier, de Toulouse, de Paris ou de nos correspondants à l'étranger, vous pouvez soit bien sûr les lire sur votre tablette ou les écouter. Voilà ce qui permet de pouvoir faire du vélo, écouter ici à Montpellier les meilleurs articles de la Tribune. Vous avez été la revue ? La revue, oui, je crois qu'elle est apparue il y a quelques instants. La revue, parce que, bien entendu, nous sommes le numéro 1 sur l'information économique sur le digital, mais nous croyons encore au papier, mais pas un papier qui se jette, comme les tabloïds, nous croyons un papier qui se garde. C'est pour ça que nous éditons une revue tous les 2 mois, qui est en kiosque, chez votre marchand de journaux ici à Montpellier. Le sujet, c'est Planète mon amour, réparons les dégâts. Et je sais qu'ici, c'est un sujet très précieux sur lequel la ville de Montpellier est très engagée pour faire de cette métropole aussi un territoire d'innovation et de développement durable et de transition écologique. Voilà, donc tout était réuni pour ici faire ce gala des ambassadeurs d'Occitanie. Et je vous remercie à toutes et à tous que vous veniez des départements de l'Hérault, de la Lozère, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude. Voilà, merci en tous les cas d'être là ce soir parmi nous. Et alors nous allons appeler à présent celui qui nous accueille ici à l'Opéra Comédie, le président de la métropole et maire de Montpellier, Michael Delafosse. Bonsoir. Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir, les Montpelliérains, mais si vous venez d'ailleurs, parce que vous êtes entrepreneur, vous êtes ici les bienvenus. Bon, j'ai fait un lapsus tout à l'heure, j'ai dit Michael is back, Montpellier is back, mais j'ai envie de vous poser cette première question. C'est vrai qu'on voit beaucoup d'événements se répéter, alors avec des enjeux bien sûr très différents. Pour vous, c'est important de reprendre un peu cette place, Montpellier, au cœur de l'échiquier national, au cœur de l'échiquier européen, et d'avoir justement des engagements forts à ce que Montpellier peut-être soit plus sous les coups de projecteur par rapport à vos projets. Écoutez, quand vous êtes le maire d'une ville, c'est un immense honneur, président de sa métropole. Il faut toujours être exigeant, voir loin, tirer vers le haut. Et c'est le mandat que j'ai reçu des Montpelliérains il y a 13 mois, donner un nouveau souffle à cette ville. Moi, j'ai eu l'immense bonheur de faire de la politique à côté de Georges Frêche, au sens l'engagement. On appelait ça Montpellier la surdouée à l'époque. Moi, je n'imiterai pas Georges Frêche. Mais je dis aux enfants de la surdouée, nous devons être à la hauteur pour notre ville. Et donc, naturellement, se battre pour son territoire. Se battre en allant chercher des événements. Et nous avons le grand honneur d'accueillir le président de la République vendredi pour le nouveau sommet Afrique-France.
A priori, il n'y a pas de Bordelais dans la salle, mais on a récupéré. C'est lancé hier en présence de son Excellence, l'ambassadeur d'Allemagne, la quinzaine franco-allemande pour les 60 ans du jumelage avec Heidelberg et engager des coopérations économiques pour aider. C'est accueillir des événements, d'autres sont annoncés au prochain semestre. C'est se dire, vous savez, en France, on pleure. C'est les crises, ça va pas. Non. La seule question, c'est que voulons-nous faire? Comment peut-on le faire ensemble? Et moi, je souhaite que ce territoire, qui est un territoire d'exception, qui est l'autre métropole d'Occitanie, avec Toulouse, qui est sur les rives de la Méditerranée, eh bien, elle réussisse. Parce que quand nous faisons réussir Montpellier, on fait réussir la France. Et donc moi, je ne perds pas mon temps. Et aucun des gens qui sont là, que je connais, je salue le président de la CCI et tous les acteurs, nous n'avons de temps à perdre pour être à la hauteur des défis qui nous sont posés. Créer de la richesse, créer de l'emploi, être à la hauteur de la transition écologique et solidaire, et finalement être un territoire inspirant, où on se dit, tiens, mais si on faisait comme à Montpellier, parce qu'ils ont des idées, parce qu'ils portent des choses, ou pour des entrepreneurs, se dire, et si je venais à Montpellier, parce que ici on soutient le développement économique, parce que ici entreprendre est quelque chose de fort. Et pour ça, il a fallu, peut-être, je viens là-dessus, changer de style, coopérer, fédérer, organiser et mettre fin à des rivalités qui, structurellement, avaient abîmé notre territoire ou peut-être qui l'empêchent d'émerger. Donc oui, moi j'affirme que Montpellier is back et nous comptons bien prendre toute notre part dans la réussite de notre pays, la France. Merci Mickaël Delafosse, vous allez rester avec nous. Et oui, vous restez avec nous, Mickaël, parce que nous ouvrons la première séquence de cette soirée. Une voix qui fait rayonner l'Occitanie. Mickaël, Jean-Christophe, je vous laisse le soin d'annoncer la personne qui va monter sur scène. Oui, pour nous, ce soir, c'était l'occasion de vous faire découvrir des femmes et des hommes qui contribuent justement à faire rayonner la région Occitanie, qui font rayonner Montpellier et les Montpelliérains. Et on va appeler un homme qui produit beaucoup d'images chaque soir et qui donne de belles images de Montpellier. J'appelle Monsieur Thomas de Mattei. Virginie, c'est cet homme qui est responsable, vous le savez bien, monsieur le maire, parce que chaque soir, à 20h45, c'est le privilège où finalement tous les Français peuvent regarder Montpellier au travers de votre série. Vous en êtes le producteur. J'ai envie de vous poser la question, peut-être, puisqu'on est un journal économique, quelques chiffres justement sur cette série. On rentre dans la 4e saison. Alors, on rentre dans la 4e saison, tout à fait. D'abord, bonsoir à tous. Merci de m'accueillir ici. Merci, monsieur le maire. Moi, je suis extrêmement fier d'être ici. Je voudrais juste vous remercier. Après, je rentre dans les chiffres promis. Vous remercier d'être ici parce que c'est le témoignage du travail de toute l'équipe qui a accompagné ce projet depuis maintenant plus de 5 ans. Travail que nous avons mené avec les équipes de la mairie et de la métropole depuis le début et avec les équipes de la région qui m'ont beaucoup soutenu tout au long de ce projet. Donc on est hyper content d'être là ce soir et je vous remercie beaucoup à travers moi honorer 2500 personnes qui en fait tous les ans travaillent à nos côtés. Donc tous les jours c'est 250 personnes qui sont concernées par notre travail. Toutes les semaines c'est 8 millions de Français qui voient au moins un épisode de la série, donc ça veut dire que toutes les semaines 8 millions de Français voient un petit moment Montpellier et la région Occitanie au sens large. Et c'est tous les soirs quasiment 4 millions de gens qui se réunissent. Voilà, on forme aussi beaucoup de gens, on est très fiers aussi de ça. Montpellier génère beaucoup d'audience finalement à votre travers. Montpellier génère beaucoup d'audience et les histoires qu'on peut y raconter et qu'on m'accompagne pour y raconter chaque jour en génèrent pas mal aussi. Mickaël Delafosse, vous souhaitez accélérer justement la place de la production du visuel ici à Montpellier. Peut-être quelques mots sur le travail de France Télévisions. Bon, d'abord, c'est pour nous une chance extraordinaire et je veux t'en remercier chaleureusement. C'est vrai, le lien avec la région a été très précieux, Carole Delga. Mais nous voulons clairement autour France Télévisions qui se développe, Vendargue,
à l'est de la métropole, Fabrègues, à l'ouest de la métropole. Où vous êtes prêts. Et j'ai une autre idée, mais ça, on en reparlera, au sud de la métropole. Et c'est toutes les industries culturelles et créatives. Parce que à travers l'implantation de France Télévisions, son développement, c'est tout un écosystème autour de l'image, du son, les écoles, les SMA, Artefix, tout ce qui se joue autour du jeu vidéo. Voilà, on a là, sur les industries culturelles et créatives, une carte immense à jouer. Et d'avoir France Télévisions, qui est la grande chaîne du service public, qui dit Montpellier, eh bien, ça devient notre base en province. Eh bien, nous mettons là, sur le territoire, un atout maître, porteur d'emploi, d'accompagnement et aussi de très grande fierté pour tous les Montpelliérains. Et puis, qui me fait quand même, je dois le dire, générer parfois quelques tensions, parce que tout le monde veut venir vivre ici. Écoutez, voilà. Et donc, il faut accompagner cette croissance démographique. On va faire en sorte qu'il y ait beaucoup de techniciens qui viennent nous rejoindre et que leurs amis viennent les rejoindre à nouveau. Mais cette croissance est pour nous aussi une chance. Et avec Maryse Faye, avec d'autres, on travaille à accueillir tous ces habitants. Voilà, donc industrie culturelle et créative, France Télévisions comme emblème, c'est excellent pour nous tous. J'ai peut-être une question... Joker, vous m'autorisez, Thomas ? Évidemment, je vous autorise. Avant de s'occuper justement de cette série, maintenant, ici à Montpellier, vous l'aurez compris, Nul n'est parfait, Thomas était le producteur artistique de Plus belle la vie à Marseille. Donc je voulais vous poser cette question très difficile. Qu'est-ce qui est mieux ici à Montpellier qu'à Marseille ? Alors d'abord, c'était dans une autre vie, c'était il y a longtemps. Après, vous allez me faire me fâcher avec les Marseillais qui, ce soir, vivent un moment un peu difficile, donc on va éviter de leur taper dessus. Non, mais tout est mieux ici. Tout est mieux, l'accueil est mieux, les équipes qui nous entourent sont mieux. Vous allez mériter votre trophée, hein, Thomas. Mais écoutez, je fais tout. Ça fait 5 ans que je bosse pour essayer de l'avoir et faites-moi bien confiance. Voilà, il est très lourd. J'espère être nommé à nouveau dans 5 ans pour avoir poursuivi ce travail aux côtés de Monsieur le maire et du reste de ses équipes. Je laisse donc Michael sous vous vos remettre applaudissements. sous les applaudissements, bien évidemment. Restez sur scène pour la photo, petite photo. Prenez place tous les trois, s'il vous plaît. Thomas. Voilà. Et vous repartirez par les coulisses, messieurs. Merci infiniment. Nous venons à la remise des prix parce que la soirée va être avec des séquences et des remises de prix. Et le premier prix, c'est le prix RH Tech. J'appelle notre partenaire Marie-Christine Lichtlet, directrice de Montpellier Management. Bonsoir Marie-Christine. Bonsoir Virginie. Ça va bien ? Ça va bien, merci. On peut resituer un petit peu Montpellier Management ? Tout à fait. Donc Montpellier Management, c'est une école de management de l'Université de Montpellier. Nous sommes nés en 2017, donc suite à une fusion. Et pour avoir un ordre d'idée, nous avons 4000 étudiants et plus de 700 apprentis cette année. Vous remettez ce soir ce prix RH Tech. Quelles sont les actions que vous menez, vous, sur la responsabilité sociétale ? Donc, en termes de responsabilité sociétale, nous avons déjà, bien sûr, des formations qui sont dans ce domaine, puisque la formation, c'est vraiment le cœur de notre métier. En particulier, je peux citer 2 masters, un master management des organisations et développement responsable ou un master management de la transition écologique et de l'économie circulaire. Nous avons des cours également de responsabilité sociétale dans pratiquement tous les masters ou des cours d'éthique. Enfin, ce qu'on peut dire également, c'est qu'en interne, nous avons des réflexions sur la qualité de vie au travail. On porte notamment une attention particulière pour les personnels aux équipements informatiques qui sont toujours récents, aux locaux. Et nous avons également un groupe de réflexion sur la responsabilité sociétale qui réfléchit notamment à avoir des moyens de mobilité moins polluants, à réduire les contenants en plastique, par exemple. Donc finalement, il y a des actions vers les étudiants, vers le personnel et vers les partenaires, puisque nous avons également des projets étudiants qui travaillent notamment avec des associations humanitaires. Donc ça rentre aussi dans la responsabilité sociétale. Voyons les nominés de cette catégorie RH Tech.
l'entreprise qui est nominée Radio Shop avec Thomas Bergerot. Thomas Bergerot, fondateur de Radio Shop, spécialiste de la radio in-store, créateur de playlists pour les marques de grande distribution, créateur aussi d'identité sonore. Félicitations. Merci beaucoup. Thomas, l'entreprise a vu le jour en 2005 et puis il y a quelques mois, l'an dernier, une décision que vous avez prise qui a bouleversé un peu la vie de vos collaborateurs. Expliquez-nous. Alors, bouleversé, je ne sais pas, mais changé un petit peu, effectivement. Pendant les différents confinements assez récents, on a senti un certain nombre de besoins. En tout cas, les collaborateurs ont manifesté le besoin de travailler différemment. Et finalement, ce qui ressortait de toutes ces questions, c'était qu'ils avaient besoin de temps. Ils nous demandaient du temps. Donc on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire. Il y a un truc qui nous trottait dans la tête depuis un certain temps. C'est la semaine de 4 jours. Et pour leur donner du temps, finalement, on s'est dit que c'était peut-être une bonne solution. Et on l'a mis en place après un essai concluant. Donc 32 heures, payées 35. Exactement. Et on y arrive. Et on y arrive, oui, c'est pas simple. Hein. Ça s'accompagne d'un certain nombre de dispositifs qui permettent de les aider à organiser leur temps, à gérer leurs priorités. Mais en tout cas, faire en sorte que le plus important soit fait au début et le moins important, s'il doit y avoir des choses qui sautent, soit à la fin. Et ça fonctionne très bien. Vous avez un petit mémo, un mode d'emploi, on peut consulter ça quelque part. Ça nous oui, intéresse. Disons qu'on l'a fait au fil du temps et de manière un peu empirique comme souvent. Mais en tout cas, ce qui est le plus important, c'était économiser du temps, faire le moins de réunions possible, essayer de faire en sorte d'être le plus efficace. Travailler moins, par contre, quand on est là, optimiser au maximum son temps. Et finalement, on s'aperçoit que sans faire de grandes formules, on réalise que la semaine de 4 jours, en gagnant un week-end de 3 jours finalement, parce que nous c'est ce qu'on retient, un week-end de 3 jours plus qu'une semaine de 4 jours, c'est presque la plus grande rupture depuis la 5e semaine de congé payé, plus que les 35 heures, parce que sur 35 heures, on gagnait 4 heures, là on gagne vraiment une journée complète, et c'est vrai que ça change la vie. Bravo, félicitations. Merci. On vous remet, Marie-Christine vous remet le trophée. Je vous laisse vous positionner pour la photo, pour que notre photographe, regardez, avancez pour que notre photographe vous prenne en photo, et je vous laisse regagner ensuite les coulisses. Nous passons à la remise du prix Mobilité à présent, et pour ce prix Mobilité, j'appelle Jean-Luc Gibelin. On a une région qui est vaste, l'Occitanie, et donc on a des infrastructures vraiment très très différentes. Comment on met tout ça, comment on gère tout ça, et quelles sont les actions que vous menez entre tous ces différents moyens ? D'abord, c'est vraiment la volonté que les mobilités puissent répondre à un besoin, à une liberté. Carole Delga est convaincue qu'il ne peut pas y avoir de personnes assignées à résistance, et donc il faut à tout prix créer les conditions que tout le monde ait le droit à la mobilité. Et donc du coup, il nous faut travailler sur toutes les mobilités possibles, l'articulation entre toutes les mobilités, évidemment le fer, mais aussi la route, et puis le travail avec les collectivités. J'ai évidemment beaucoup apprécié ce qu'a dit le président de la métropole tout à l'heure, avec la volonté de travailler ensemble, parce que c'est bien comme ça que les choses peuvent se faire. C'est vrai dans beaucoup d'aspects de l'économie, mais c'est vraiment utile sur les mobilités. Voilà, conjuguer la route, le rail. Oui, conjuguer l'ensemble des modes, et puis anticiper, parce que si demain nous ne voulons pas subir de nouvelles difficultés, si nous voulons pouvoir maîtriser ce qui va se passer demain sur la manière de se déplacer, alors il nous faut vraiment anticiper, créer de nouveaux types de carburants, faire par exemple ce qui se fait pas très loin d'ici avec du bioéthanol issu du marc de raisin, et qui permet en cycle court d'avoir des cars interurbains qui circulent de cette manière-là. Alors, voyons les nominés de cette catégorie mobilité.
vous laisse ouvrir l'enveloppe et annoncer le nom de la ou du lauréat. Alors, le lauréat, c'est Jean-Michel Cornille, IES Synergie. Jean-Michel Cornille, président d'IES Synergie, solution de recharge pour véhicules électriques à Saint-Onès, un des leaders mondiaux de solutions de recharge. Alors, bravo, félicitations, votre société existe depuis 1992. C'était des solutions de recharge embarquées au départ? Oui, tout à fait. Donc nous sommes ancrés dans la région depuis près de 30 ans maintenant. On a démarré par les petits chargeurs qu'on met dans des chariots élévateurs ou dans des nacelles. Et on est d'ailleurs devenu leader mondial de cette activité, avec plus d'1 million de chargeurs embarqués livrés, donc bien sûr en France, en Europe, aux États-Unis et en Chine. Oui. Aujourd'hui, une nouvelle borne électrique? Alors, on a effectivement, il y a un marché extraordinaire avec la voiture électrique. Donc depuis plus de 5 ans maintenant, on a engagé un virage vers le tout électrique. Et on a développé une gamme complète de bornes de recharge. On a d'ailleurs livré plus de 12 000 bornes dans le monde, avec nos filiales en Allemagne, aux États-Unis et en Chine. Et on est en train de préparer une nouvelle gamme, qui est notre génération 4, qui sera un peu révolutionnaire, okay, qui sera beaucoup plus facile d'usage, beaucoup plus économique. Et ça, enfin, c'est un investissement très très lourd, hein, qui pèse à peu près plus de 10 millions d'euros, fait ici dans la région, donc pas très loin de Montpellier. Hein. Et d'ailleurs, je vous invite à venir nous visiter, on est basé à Saint-Onès. Voilà, B2B, c'est-à-dire que vous travaillez avec les concessionnaires, les collectivités, on peut dire ça ? Oui, alors en fait, on travaille bien sûr avec les concessionnaires, hein, qui sont les premiers marchés, les flottes d'entreprises. Donc on est dans des concessions dans la région de Montpellier, dans toute l'Occitanie. On est également, par exemple, avec Chronopost. Enfin, je ne vais pas faire trop de pub, hein, mais on est avec donc des sociétés de logistique. Et bien évidemment, tous les partenaires publics qui sont en train de déployer des bornes de recharge rapide dans leur ville ou dans les collectivités sont pour nous des clients extrêmement importants. Ouais. Ben, félicitations, je vais laisser le soin à M. Gibelin de remettre ce trophée qui vous récompense de votre activité et puis de cette belle entreprise. Il est lourd, hein, attention. Je vous laisse vous installer pour la photo, beaucoup, messieurs. Merci. Merci infiniment. Le troisième prix que nous allons remettre à présent est le prix alimentation. Et j'appelle nos partenaires, Robert Villa, président de Perpignan Méditerranée Métropole et représentant de l'Agence de développement économique, et Cyril Brun, directeur général de la Banque populaire du Sud. Ça va bien ? Très bien, merci. Super. Je commence par Robert Villa, président de Perpignan Méditerranée Métropole, je le disais, avec des projets de fusion actuellement qui sont en cours. Des projets de fusion, non pas au sein de la communauté urbaine, mais des projets de fusion au sein de deux organismes de la communauté urbaine que sont l'Agence de développement économique et également l'Office de tourisme. Alors pourquoi cette fusion ? Parce que depuis le début du mandat, eh bien, avec l'ensemble des maires, nous cherchons d'avoir un outil qui soit beaucoup plus efficace, et lorsqu'on regroupe l'économie et le tourisme, bien entendu, on est plus efficace, plus efficient. Et cet outil, eh bien, il va nous permettre d'abord de répondre aux nombreuses sollicitations que nous avons des entreprises qui veulent venir s'installer sur ce territoire et à la problématique foncière que nous rencontrons, mais également faire découvrir eh bien, notre beau territoire avec le côté ville, la ville de Perpignan, la ville-centre, le côté mer avec nos stations balnéaires, nos stations touristiques, et puis le côté terre qui est l'arrière-pays de la communauté urbaine de PMM. Merci beaucoup Robert Villa. Cyril Brun, vous avez pris vos fonctions il n'y a pas longtemps, dites-moi, c'était vendredi ? C'était il y a 3 jours exactement, puisque j'ai effectivement remplacé Pierre Chauvois, qui était le directeur général de la Banque populaire du Sud depuis 7 ans. Et donc j'en suis devenu le directeur général depuis vendredi. C'est ma première soirée. Récent. Vous vous rendez compte ? Première soirée, alors premières impressions ? Déjà, c'est plutôt sympa comme... voilà. Non, mais mes premières impressions, déjà, c'est que nous sommes en terre d'entrepreneurs. Voilà. Moi, j'étais préalablement à la Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes. Voilà.
qui est aussi une terre d'entrepreneurs, mais des entrepreneurs un peu différents, je trouve. Voilà, le territoire industriel, Auvergne-Rhône-Alpes, et là je vois en fait un territoire beaucoup plus agile, avec une vraie diversité. Voilà, et la diversité elle est ici dans cette salle. Et puis également un écosystème. Ça a été déjà décrit, qui est très accueillant pour les entrepreneurs de tout type. Et ça tombe bien parce que c'est l'ADN des banques populaires et de la Banque populaire du Sud d'accompagner le start-upper, le TI régional, le leader mondial. Et objectivement, franchement, je sais que ce n'est pas pour moi que vous avez fait cette soirée, mais l'accueil est formidable. Hein. Enfin, voilà, Écoutez, on est ravis. Je pourrais en témoigner. Super. Nous allons voir les nominés de cette catégorie, alimentation. Voilà, le lauréat est Xavier Danjou de la Confiserie du Tech. Xavier Danjou, le PDG de la Confiserie du Tech, entreprise de pâtisserie, chocolat, spécialité catalane, dont la fameuse rousquille. Hein. On vous a vu en photo avec la rousquille, Xavier. Une entreprise emblématique des Pyrénées-Orientales depuis 3 générations. Tout à fait, une entreprise qui a été créée par mon grand-père en 1964 à Perpignan. Donc nous fabriquons des biscuits, du chocolat, de la confiserie et depuis 5 années environ, de la pâtisserie. Voilà, une entreprise qui emploie 100 collaborateurs sur Perpignan. Vous parlez de vos grands-parents, c'est André et Marcel ? Voilà, André et Marcel, on a mis à l'honneur tout récemment puisqu'on a un axe de développement très fort sur les produits bio. Et les produits bio sourcés en termes d'ingrédients sur la région, en termes de farine, d'huile, de fruits. Et donc, on a développé une gamme de produits bio avec cette origine régionale, occitane, et on l'a nommée André et Marcel. Elle est dédiée au réseau spécialisé bio. Et puis, l'actualité, c'est la nouvelle usine. Là, les travaux vont démarrer tout à fait. Dans quelques jours. Après 2 années un petit peu complexes, comme beaucoup d'entreprises, je tiens à dire qu'on a bénéficié d'un véritable cocon, accompagné par l'ensemble de nos partenaires, PMM, la région, les banques avec le PGE, l'État avec le plan relance. Et après une période de doute, où on a mis en stand-by notre projet de nouvelle usine qui avait été longuement réfléchi, parce que c'est un investissement assez important pour notre société, on a décidé de se lancer. Et donc on démarre la semaine prochaine la construction d'une nouvelle usine qui va nous permettre de moderniser nos process, d'améliorer la qualité de vie de nos salariés en termes de travail, et de créer aussi des fonctions, permettre de travailler sur la valeur ajoutée, sur des nouvelles fonctions au sein de l'entreprise avec la modernisation de l'outil. Donc c'est un investissement important, ouais. 4 millions d'euros. Et j'espère pouvoir afficher à l'issue de la fin des travaux 95% d'investissement sourcé localement avec des partenaires régionaux pour que cet investissement bénéficie à un maximum d'entrepreneurs sur notre région. Magnifique, on vous remet avec Cyril le trophée. Merci beaucoup. Merci. Il n'y a pas une petite rousquille qui traîne dans votre poche Je vous laisse prendre place. Merci. Pour la photo. Merci messieurs et vous repartirez en coulisses. Après ces remises de prix, nouvelle séquence avec Jean-Christophe Tortora qui va revenir sur scène pour cette deuxième séquence. Il révolutionne la voix, Jean-Christophe. Quel programme! Oui, Virginie. Tout d'abord, j'ai assisté là dans les coulisses aux 3 entreprises qui ont été récompensées. Je le dis ici devant le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Montpellier et de l'Hérault, André Dalgary, que je salue. Je pense que la mission d'un journal économique comme La Tribune, c'est aussi de pouvoir récompenser nos entrepreneurs, comme on récompense ici nos champions sportifs
en Occitanie. Je pense que c'est important, c'est souvent important pour des sportifs, le goût de la performance, la sensation justement d'être accompagné, d'être valorisé. Et je crois que nos entrepreneurs qui ont beaucoup souffert de cette crise de la Covid ont besoin justement d'être soutenus et accompagnés. Ça fait partie de notre mission comme journal économique et nous continuerons à le faire le plus longtemps possible dans cette région d'Occitanie, Monsieur le Président de la Chambre de commerce. Voilà ce petit mot que je souhaitais dire. Et dire aussi, et je salue la responsable et dirigeante directrice régionale de la Caisse d'épargne, Mme Bulkert, et Cyril Brun. J'ai envie de dire tout le groupe BPCE est réuni ce soir. On a eu les bleus il y a quelques instants, les rouges tout à l'heure. En tout cas, merci à nos partenaires banquiers de nous accompagner ce soir. Alors, Virginie. Il révolutionne la voix. C'était important au stade de cette soirée de vous dire, on a pris ce thème des voix de l'économie, mais il y a des femmes et des hommes qui ont été pionniers de la voix. Des femmes et des hommes qui ont eu le temps d'avance. Nous allons accueillir pour cela Anne-Marie de Couvreur et Mathieu Gallet. Sous vos applaudissements. Alors, Anne-Marie, d'abord, on va parler bien sûr de RZN, mais Anne-Marie, si elle est pionnière sur la voix, tu as choisi la voix il y a très longtemps, 2004. Parce que souvent, certains que j'ai rencontrés disent, mais est-ce qu'il y a un business autour de la voix, puisqu'il y a ici une filière qu'audio, il y a ici des représentants de cette filière. On verra qu'il y a de nombreux métiers qui sont justement sur l'ensemble de la chaîne valeur. Media Meeting fait partie justement, est adhérente à ce cluster de la voix. Et vous, Anne-Marie, vous faites ce pari dès 2004. Sur quelle intuition? Et on va le dire, c'est une entreprise à la fois qui est basée en Occitanie à Toulouse, présente à Paris, mais qui a fait un développement fantastique. Combien de collaborateurs et de salariés Media Meeting? Depuis la naissance d'RZN, 250. 250 salariés, bravo Anne-Marie. Alors les métiers, quelle était votre intuition en 2004? Alors nous avions l'intuition, mes associés et moi-même, que l'avenir de la radio serait numérique, thématique et communautaire. Et en 2004, ce n'était pas forcément évident parce que le digital n'était pas rendu au point où il en est aujourd'hui. Donc en janvier 2004, nous avons déposé le concept de radio d'entreprise. Et puis nos premiers clients sont arrivés assez vite finalement. Je pense à Pierre Fabre, je pense à Alcatel, à Vinci, et à des gens qui nous ont confié des programmes de radio d'entreprise assez rapidement pour leur communication interne ou externe. Et aujourd'hui, nous produisons une assez grande quantité de web radio et de podcasts chaque jour pour un public qui est constitué, quand on compte les clients, les salariés, les adhérents, etc., d'à peu près 12 millions de Français qui écoutent nos programmes chaque jour. Alors, peut-être quelques mots sur la naissance de ce nouveau bébé, le 12 octobre. Vous pouvez nous en dire plus? Oui, c'est un autre pari. C'est notre métier dans l'entrepreneuriat de parier. Donc, la télévision numérique de terre, nous la connaissons tous, c'est arrivé en France il y a plus d'une dizaine d'années. Et la radio numérique de terre va arriver, elle est en train d'arriver. Donc, le CSA a lancé un appel à candidature historique. En 2018, nous avons eu l'audace de répondre. Et face à nos confrères nationaux, et j'ai un brillant représentant de la radio en France à côté de moi, face à nos confrères nationaux, nous avons déposé un dossier de candidature. On était 45, il y avait 44 dossiers contre nous et le CSA nous a fait l'immense honneur de nous autoriser à émettre le 6 janvier 2019. J'ai toujours du mal à en parler, excusez-moi. Et l'État français nous a confié 500 fréquences dont nous allons prendre le plus grand soin. RZN Radio sera donc la première radio française 100% positive pour aider les entrepreneurs à partager leur réussite, pour aider les médecins, pour aider les collectivités à partager tout ce qui va bien et pour que les Français aillent un peu mieux chaque jour, nous l'espérons. On commence à émettre le 12 octobre en DAB+, sur l'axe Paris-Lyon-Marseille pour 23 millions de Français. Et puis, bien sûr, dès le début, en web radio et en podcast. Et donc, à Montpellier, vous pourrez nous écouter dès le début en web radio et en podcast jusqu'à ce que la région
soit couverte par le DAB+, je pense que ce sera à peu près 12 à 24 mois après Marseille. Voilà. On sera tous au rendez-vous du 12 octobre. 12 octobre à 10h, on y va. Alors on y va. Je disais un deuxième entrepreneur qui était pionnier justement dans la voix. Tu as cru à la voix depuis très longtemps, quand tu étais chez Radio France en 2014, 2013. Tu as engagé le groupe Radio France sur la voix. Tu as tellement cru à la voix que tu en as créé aussi ton entreprise avec Magellan aujourd'hui. Oui, merci Jean-Christophe. On discutait avec Anne-Marie, c'est vrai que de parler du DAB+, de la radio numérique terrestre, moi ça me rajeunit pas mal, puisque c'est un dossier que j'ai porté quand j'étais conseiller du ministre de l'Industrie à Bercy en 2006-2007, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup d'atermoiements de la part de ceux qui étaient déjà installés, on va le dire, donc ceux qui avaient le plus à perdre à ce qu'il y ait des nouveaux entrants qui fassent bouger le cocotier. Et on a perdu un peu de temps, et aujourd'hui je suis hyper content d'être à vos côtés, Anne-Marie, pour à quelques jours près voir le lancement de ce beau projet entrepreneurial pour une technologie que moi j'ai défendue il y a maintenant un paquet d'années, qui enfin devient une réalité pour les Français. Tu l'as dit, la voix, moi j'ai cru justement à la voix, non pas la radio, bien sûr, en tant que telle, qui continue à agréger toutes les semaines, chaque jour, environ 40 millions de Français, même si c'est un média qui perd des auditeurs, 2 millions d'auditeurs en moins en un an. Donc c'est quand même un signal d'alerte pour la radio telle qu'on la connaît classiquement. Mais je crois fortement à cette approche, effectivement, à la fois affinitaire, à la fois thématique, à la fois de façon choisie, vraiment, que le podcast représente, mais qu'un projet comme AirZen représente aussi, avec ce côté communautaire aussi. Je pense qu'effectivement, ça compte beaucoup. C'est ce qu'on essaie de faire chez Magellan, qui est à la fois un studio de production de contenu audio et une plateforme, puisqu'on a choisi de se distribuer. Nous-mêmes, généralement, je dis, on est comme une maison d'édition audio, et en plus, on est le libraire, puisqu'on commercialise l'intégralité des productions maison qui sont créées dans nos studios, environ 400 productions depuis 2 ans. Et tu l'as dit, Jean-Christophe, c'est vrai que moi j'ai beaucoup cru à cette révolution de la voix en arrivant à Radio France en 2014. Un chiffre, quand je suis arrivé, il y avait 15 millions de podcasts qui étaient téléchargés par mois en France. Aujourd'hui, on est à 120 millions entre 2014 et 2021. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un engouement pour l'usage. Le modèle économique, je pense on peut le dire, il prend encore son temps entre le modèle gratuit qui passe par un financement publicitaire, les modèles effectivement qui sont ceux du B2B avec tout ce qui existe, notamment auprès des entreprises, et puis les modèles par abonnement comme celui qu'on a créé avec mon associé Arthur Perticos, quand on a créé il y a bientôt 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans, Magellan. Avec Mathieu aussi, peut-être c'est ce qui vous rapproche, une ligne éditoriale qui est plutôt sur l'accomplissement personnel. Et c'est vrai que ce sont des formats, une ligne éditoriale dont ici, j'imagine, on a beaucoup de désirs, d'attentes aujourd'hui de la part des Français. Au-delà de l'accompagnement personnel, qui est le créneau qu'on a choisi, c'est le hasard ou pas, qu'on soit sur la même scène ce soir avec Anne-Marie, surtout de se positionner comme un service. Je veux dire, à la différence d'un média traditionnel broadcast où finalement vous partez d'un point et vous pouvez arroser des millions de gens, vous être capté par des millions de gens, nous on a fait le choix sur Magellan d'être un service qui effectivement vient aider à apprendre, donc c'est des masterclass, donc dans une logique très apprenante, et c'est pour ça que c'est un service qui marche bien auprès des entreprises qui nous ont acheté des licences pour leurs collaborateurs, mais aussi cette démarche de bien-être, parce qu'on voit effectivement qu'il y a une quête. Il suffit d'aller dans les rayons des meilleures librairies, on en a une très belle sur cette place, pour voir effectivement qu'au fil des ans, il y a de plus en plus de production de livres sur le bien-être, sur le souci de soi, sur la méditation, sur ses réflexions personnelles. Et c'est vrai que c'est aussi un axe qu'on a choisi de développer avec des experts. Je disais à Anne-Marie qu'aujourd'hui, la méditation et l'aide à l'endormissement, c'est 30% de nos écoutes sur Magellan après 22 heures. Ce qui est logique, hein. Je dis donc, peut-être que c'est nos programmes qui font que les gens ont envie de s'endormir avec nous, mais en tout cas, il y a une vraie tendance de ce côté-là. Et ce que vous faites de votre côté le prouve aussi. Alors, on invitera bien sûr toutes celles et ceux qui sont là ce soir à intégrer votre application Magellan sur votre mobile. Comme ça, on va faire exploser les abonnements dès ce soir pour Magellan. Peut-être une question de joker, 30 secondes pour chacun.
Imaginons, dans quelques mois, on voit sur l'autoroute entre Marseille et Montpellier, on voit un panneau « Montpellier, capitale de la voix ». Que vous inspire justement sur la place de Montpellier en France par rapport à cette ambition justement que nous avons entendue tout à l'heure avec Mickaël Delafosse, Mathieu Gallet, puis ensuite Anne-Marie Decouvreur. Alors, il y a un écosystème. Ici, j'ai quelques visages et noms qui se reconnaîtront, qui sont déjà très impliqués dans ce domaine. Je crois qu'en fait, l'aspect industriel encore de la production audio en est qu'à ses débuts. Le secteur du livre audio, qui est un marché formidable aux États-Unis ou en Allemagne, est encore très petit en France pour des raisons de réglementation ou d'accord entre les éditeurs. Le podcast connaît un vrai boom, mais le marché se cherche encore. Donc c'est vrai que tout ce qui viendra structurer cet écosystème sera bienvenu, et donc toutes les initiatives qui peuvent être prises ici en région sont les bienvenues. Anne-Marie ? Même observation, je crois que quand on regarde le montant des investissements publicitaires en radio, par exemple, en France, on se rend compte à quel point ils sont inférieurs aux investissements en télévision. Donc le marché de l'audio est un marché qui a besoin énormément de se développer. Le web est en train de se vocaliser, la France est en train de se vocaliser. On en a des exemples tous les jours. Donc véritablement, je pense que c'est une excellente chose si Montpellier peut soutenir toute l'économie de la voix. On en sera vraiment absolument ravis. Merci beaucoup, et il est temps de remettre les trophées, Jean-Christophe. Voilà, Anne-Marie, continue à être cette pionnière depuis 2004 et de pouvoir développer, puis good luck pour RZN à partir du 12 octobre. Merci. Voilà Anne-Marie, sous vos applaudissements. Et pour Mathieu Gallet. Et puis, j'invite aussi, on n'en a pas parlé, mais Mathieu, vous avez quand même écrit tout ça dans un livre, toutes vos convictions sur la voix. C'était avant les autres, c'était le nouveau pouvoir de la voix. Je vous invite vraiment à lire ce livre qui vous permettra de mieux comprendre justement le pari qu'a fait Mathieu Gallet justement dans notre industrie des médias. Félicitations à toi pour tout ce que tu as entrepris. Bravo à tous les deux. Merci de rester pour la photo et de vous diriger ensuite en coulisses. Et nous allons à présent remettre le prix Santé, et j'appelle nos deux partenaires, Nathalie Bulcar, membre du directoire de la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon, et Mickaël Delafosse, le président de Montpellier Méditerranée Métropole. Rebonsoir Mickaël, bonsoir Nathalie. Nathalie, vous avez voulu remettre ce prix. Il y avait une raison particulière à remettre ce prix Santé ? Bonsoir, oui, effectivement, une raison particulière. La santé. Alors, dans le contexte que l'on traverse, plus que jamais, elle prend toute sa dimension. C'est au cœur de la préoccupation des Français. Et quand on est banquier d'un habitant sur 3 sur un territoire, forcément, ça parle. Ensuite, je dirais qu'on est le partenaire historique aussi des acteurs de la santé. Les hôpitaux, les cliniques, les structures associatives, je pense notamment au médico-social qui fait un travail absolument remarquable. Et puis aussi les professionnels de santé tout simplement. Et puis on est sur un territoire où la santé est une filière d'excellence et un banquier de territoire. Naturellement, ces filières d'excellence, il la regarde de très très près. Et à cet effet d'ailleurs, dans le cadre de notre prochain déploiement, prochain plan stratégique, nous avons même décidé de mettre en place une filière dédiée au métier de la santé, une filière santé. Voilà, dès 2022, du coup. Voilà, tout à fait, avec des chargés d'affaires qui seront des chargés d'affaires experts. Merci Nathalie. Mickaël, Medvalley, c'est le projet que vous portez. Quel va être le rôle de Medvalley ? À Montpellier, ça fait 800 ans qu'on s'occupe de la santé, puisque nous avons la plus ancienne faculté de médecine d'Europe et du monde. Et nous voyons bien qu'à la fois dans les laboratoires de recherche, le CHU, mais aussi tout un écosystème économique autour de l'innovation s'est développé. Et j'employais un mot tout à l'heure, il faut fédérer et se faire repérer. Et donc, Medvalley, c'est la fédération de l'ensemble des acteurs, collectivités, la métropole, la région, l'État, et qui viendra donner toute sa force de moyens et de rayonnement à ce projet pour permettre au nord de la métropole, à toutes les entreprises, de se développer en identifiant les fonciers, en ayant toute l'agilité nécessaire
pour qu'elles s'implantent à proximité des structures de recherche. Et puis, c'est de travailler pour être repéré, parce que dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'alimentation, dans le domaine de l'environnement, du bien-être, qui sont nos forces, il faut que les investisseurs nous voient. Dans le numérique, 400, 500 000 euros. Dans la santé, plusieurs millions d'euros. Et là, c'est un enjeu mondial. Et il faut que nous soyons donc repérés, lisibles, c'est le sens de Med-Vallée. Voilà, Montpellier, c'est une histoire, c'est un présent et c'est un avenir. Et dans un contexte de crise sanitaire où notre pays était dépendant du reste du monde pour sa propre protection sanitaire, eh bien, il faut affirmer notre souveraineté. Et Montpellier, c'est pour ça que le président de la République nous suit ardemment sur ce projet, ça peut être aussi un des lieux de l'affirmation de notre souveraineté sanitaire. Et quand on a la chance d'avoir Sanofi sur son territoire, ben voilà, Oriba et plein d'autres dont je crois nous allons parler dans quelques instants. Alors justement, voyons les nominés de cette catégorie santé. Voilà les trois nominés. Nathalie, je vais vous laisser le soin d'ouvrir l'enveloppe et d'annoncer le nom de la personne qui va nous rejoindre sur scène à présent. Le lauréat est Bertin Naoum, Cantal Surgical. Bertin Naoum, Quantum Surgical, cofondateur de cette entreprise créée en 2017 à Montpellier, spécialisée dans la robotique médicale qui vise à faciliter le traitement du cancer en permettant à davantage de patients de bénéficier de traitements innovants, ciblés et moins invasifs. Bonsoir Bertin Naoum, félicitations. On va vous donner un micro. J'ai donné un petit peu l'objet de votre entreprise. Aujourd'hui, vous avez reçu, vous venez d'obtenir un marquage européen CE pour un robot chirurgical qui est baptisé Epion. Absolument. Écoutez, avant toute chose, bonsoir à tous. Je suis très heureux d'être ici et c'est un réel honneur de recevoir en tout cas ce prix. En quelques mots, en fait, on vient de passer une phase qui est extrêmement importante pour une société telle que la nôtre, c'est la phase de la certification réglementaire. D'ailleurs, ce terme un peu barbare, tout simplement, c'est on a obtenu l'autorisation tout simplement de vendre nos machines dans des hôpitaux, ce qui va permettre à des patients de pouvoir bénéficier de nos technologies. Voilà, ça c'est pour toute l'Europe. Alors c'est pour l'ensemble de l'Europe. Les certifications aujourd'hui sont à l'échelle de l'Europe. En quelques mots, Epion, c'est un robot qui est utilisé pour traiter les patients qui souffrent du cancer du foie. Malheureusement, il y en a de très nombreux, puisque le cancer du foie est le 6e cancer en termes de fréquence, et c'est le 2e en termes de mortalité. Et donc nous, aux côtés des praticiens, on a développé une technologie qui s'appelle le robot Epion, et qui permet aux praticiens d'offrir un type de traitement qui, en tous les cas, ouvre des perspectives extrêmement importantes pour les patients. Donc moins invasif, hein, je le disais dans la présentation, ce sont des processus que vous avez mis en place pour permettre aux patients des soins vraiment ciblés. Absolument. Il faut savoir qu'il y a différentes façons de traiter des patients qui souffrent du cancer du foie. Et l'objectif, c'est de leur proposer un traitement qui soit, je dirais, le moins traumatisant, on va dire les choses comme ça, le moins invasif. Et donc, c'est ce que l'on fait au quotidien, aux côtés des équipes médicales avec lesquelles on travaille, à Montpellier notamment, avec le professeur Guillou, mais également dans d'autres établissements en France et en Europe. Bravo pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Merci. Félicitations. Le trophée et puis la photo. Je vais vous laisser repartir et vous positionner, s'il vous plaît, tous les trois pour la photo. Et en venir à présent avec le prix Transition énergétique. Et pour cela, j'appelle notre partenaire Sylvain Vidal, qui est délégué régional EDF Occitanie.
Alors, Sylvain Vidal, délégué régional EDF Occitanie, on est tous concernés par les enjeux climatiques, évidemment, et notre région n'est pas épargnée par ces enjeux. Comment EDF s'engage sur la transition énergétique ? Bonjour Virginie, bonjour à tous. Bon, en effet, si je vous dis que, évidemment, la transition énergétique est au cœur des enjeux d'EDF, je pense que je ne vais pas prendre grand-chose à la salle, au public. Non, ce que je pense, en effet, c'est peut-être plus intéressant de dire comment on l'aborde. Et il y a deux drivers qui sont très importants pour nous. C'est celui, un, de l'innovation, parce qu'on est persuadé que si on veut avoir un avenir neutre en carbone en 2050, ça passera par des innovations et des solutions techniques qui n'existent pas aujourd'hui. Et le deuxième, c'est que ces innovations, les solutions, il faut qu'on les construise dans les territoires avec les acteurs du territoire de manière différenciée en fonction des enjeux. Et quand je vous ai dit ça, évidemment, ici, on a un terreau qui est particulièrement favorable. C'est ce qui nous a amené, par exemple, à créer les prix qu'on appelait EDF Pulse Occitanie, c'est-à-dire les premiers prix de l'innovation régionaux autour de l'énergie, qui nous ont permis, par exemple, de mettre en place un système de surveillance de température sur nos sites de production d'énergie renouvelable, puisque en fait, Montpellier est pour nous, j'allais dire, un peu le hub d'EDF Renouvelable, puisqu'on a toutes nos équipes qui travaillent sur l'ensemble de l'Europe qui sont ici. C'est ce qui nous a amené, par exemple, à être aux côtés de Montpellier Métropole pour un projet d'électrolyse vert pour alimenter des bus. Et puis, je citerai, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, mais puisque la mobilité est un enjeu important, qui était évoqué tout à l'heure, par exemple, le projet qu'on mène avec la région Occitanie et l'ADEME, qui vise en fait à trouver une combinaison, ça s'appelle le V2G, le Véhicule to Grid, qui vise à trouver une combinaison entre le développement des énergies renouvelables et la capacité de stocker et de restituer l'énergie sur le réseau à partir des voitures. Donc voilà un peu ce qui nous anime en particulier ici, et où on est en effet en capacité de trouver des entrepreneurs qui ont beaucoup d'idées, des écosystèmes très riches sur lesquels on vient s'appuyer. Merci beaucoup pour cet éclairage et voyons les nominés de cette catégorie. Nominé Nicolas Gérez de Bulan. Nicolas Gérez, Bulan à Fabrègues, pionnière entreprise spécialiste de la combustion hydrogène. Bulan donc qui développe la technologie Diomix, un système innovant permettant de produire donc une flamme qui n'émet pas de CO2, c'est ça ? C'est ça, tout à fait. Bonsoir à tous. Et donc, comment c'est possible, ça, de remplacer les énergies fossiles ? Alors déjà, bonsoir à tous. Je suis vraiment ravi et honoré d'être là. Partager un petit bout de ce trophée avec les nominés également, très beaux nominés. Ça, c'est sympa. Alors, comment on fait ? Eh bien, tout simplement, en fait, on a dans l'eau de l'hydrogène et de l'oxygène. On l'a tous appris il y a très longtemps. Et on a développé ici à Montpellier, depuis très longtemps, une technologie qui s'appelle Diomix, donc chez Bulan, en écosystème avec des partenaires de la région. Et cette technologie, en fait, est une électrolyse qui permet de décomposer l'eau en faisant passer du courant dans l'eau. C'est vraiment très simple à expliquer, un peu moins à mettre au point. Et on récupère donc des gaz, hydrogène et oxygène, et on va retraiter ces gaz pour faire une combustion avec ces gaz qui ne dégagent pas de carbone. Absolument. D'accord. Et la place de l'hydrogène dans la transition énergétique ? C'est un vaste débat, vu le timing qu'on a. Oui, alors en 10 secondes. Alors, en 10 secondes, je tiens quand même à signaler, c'est très très important, qu'en matière de pionnière, on est dans une région, l'Occitanie, qui a été la première région française, sous l'impulsion de notre présidente Carole Delga, à impulser donc, un vrai plan d'investissement autour de l'hydrogène. Donc on a été pionnier sur cette thématique. L'hydrogène, c'est encore une thématique qui est un peu nouvelle. Il y a 1 an, il y a un grand plan hydrogène qui a été lancé par l'État français, 7 milliards d'euros, 31 milliards au niveau de l'Europe, mais ça reste quand même quelque chose d'assez
assez nouveau encore. Donc on va dire que ce n'est pas tous les jours facile de parler d'hydrogène. En tout cas, nous, on le fait depuis 10 ans maintenant à Montpellier. On est très fiers de ça. Bravo à vous, félicitations. La photo avec le trophée, merci beaucoup à tous les deux. Merci infiniment. Rapprochez-vous, s'il vous plaît, de notre photographe. Et je vais appeler Jean-Christophe Tortora, donc, qui va me rejoindre à nouveau pour une 3e séquence. Une séquence « Les voix des métiers artistiques ». Jean-Christophe. Absolument, Virginie. De belles entreprises encore récompensées. Ça me permet aussi de saluer, puisqu'on est en région Occitanie. Vous savez que la région Occitanie, c'est une région qui m'est chère, chère Virginie. Et je voudrais simplement remercier un maire qui est dans la salle, puisque traditionnellement, chaque année, la Tribune, avec toute sa rédaction nationale, donc tous nos bureaux partout en France, puisque nous avons 13 bureaux, 13 régions, 13 bureaux, et on a choisi de faire à chaque fois notre université de rentrée avec notre rédaction, et ceci dans une commune, un village. Jusqu'à présent, ça se situait à Saint-Bertrand-de-Comminges. Vous comprendrez, la présidente de région est commingeoise, Carole Delga. Et cette année, on a changé. On s'est dit, mais nous pourrions aller peut-être un petit peu sur le littoral du Languedoc. Et nous avons réalisé une très belle édition. Vous en avez peut-être parlé. Il y a un certain nombre d'entre vous qui sont venus. Je pense au président André Daljari, mais il y avait aussi Mickaël Delafosse, beaucoup d'entreprises. Les représentants de Total et son directeur régional étaient présents. On a organisé, Virginie, The Village. The Village, c'est quoi? C'est un rendez-vous qui permet de réunir des femmes, des hommes, du monde économique, des organisations, des ONG, et on travaille sur le sujet des fractures territoriales. Voilà, c'est un engagement que l'on a au sein de la Tribune. On le dit souvent, notre rôle, c'est une mission d'information quotidienne, c'est ce que nous faisons avec notre rédaction, mais pour nous, ce qui est important, c'est de rassembler pour impacter. Et je voudrais saluer justement toutes les femmes qui sont ici ce soir, des déterminées. Elles peuvent justement, voilà. Je voudrais saluer justement les déterminés qui étaient avec nous, avec Moussa Camara. Et alors, voilà, je voulais en venir. Je voudrais vraiment dire un grand, grand merci à celui qui nous a accueillis cette année. C'est le dernier week-end d'août. The Village était où, Virginie? C'était à Frontignan. Et je souhaitais saluer Michel Arouy. Et dire un petit mot à ta directrice de cabinet qui, je crois, est par là, Patricia Martin. Voilà, Patricia, sous vos applaudissements. Voilà, véritablement, ça s'est bien passé, du coup. Ça s'est très bien passé et j'ai envie de dire qu'on reviendra, je l'espère, en 2022. On verra, ça se discutera avec la présidente de région, Carole Delga. Mais nous, vous le savez, le bonheur est à Frontignan. Voilà, on aime bien la métropole de Montpellier, mais on aime bien aussi aller au-delà. Alors, Virginie. Oui, on appelle quelqu'un de chez vous, d'ailleurs. Oui, de la je Tribune. l'ai dit, notre mission est une mission d'information. Oui. Et si moi j'ai le plaisir de venir à Montpellier de temps en temps, et ça me fait toujours plaisir, mais ici il y a toute une belle équipe, et on va appeler Cécile Chéniaud. Journaliste à la Tribune. Alors, bonsoir. Ça va, Cécile? Ça va, bonsoir Super. à tous. Alors on l'a dit, Montpellier aujourd'hui est une place forte des industries culturelles et créatives. Pour faire grandir un écosystème et pour lui donner un avenir, il faut assurer le renouvellement des compétences, d'où l'importance des écoles qui forment les talents de demain. À Montpellier, le campus créatif a été inauguré le 16 septembre dernier. Il regroupe 4 écoles, dont celle qui fait figure de locomotive, l'ESMA, donc l'École supérieure des métiers de l'audiovisuel. Et donc j'appelle Isabelle Tessèdre, sa directrice pédagogique, à nous rejoindre. Bonsoir. Oui, oui. Et à l'autre bout de la chaîne, bonsoir Isabelle, il y a donc les entreprises, parmi lesquelles Plugin Digital. J'appelle son fondateur à nous rejoindre également, Francis Ingrand. Monsieur Ingrand, vous avez donc fondé Plugin Digital, spécialisé dans l'édition et la distribution de jeux vidéo en 2012 à Montpellier, et vous l'avez installé à Paris, et vous l'avez installé en 2019 à Montpellier. En 2016, pardon. On va ouvrir le micro, s'il vous plaît, de notre invité. Alors Isabelle, bonsoir. Bonsoir.
Voilà, ce soir, on ne va pas récompenser. L'ESMA, c'est bien sûr une institution, un acteur très connu ici dans le territoire, mais on avait envie de vous récompenser, comme l'a dit la rédaction représentée par Cécile Chéniaud. C'est important aussi de valoriser les acteurs qui contribuent à la transmission, à la formation. Peut-être quelques chiffres de l'ESMA ici devant nos invités. L'ESMA et les écoles du campus créatif, c'est 1000 étudiants cette année, une centaine de collaborateurs, enseignants et administratifs, plusieurs centaines de diplômés par an. Voilà, donc avec des métiers, différentes formations, forcément focalisées sur les industries créatives et culturelles. Donc on forme des designers, on forme des jeunes gens qui vont travailler dans le cinéma d'animation, dans la 3D, dans le cinéma et l'audiovisuel et dans les jeux vidéo, voilà, essentiellement. On a souvent, il y a ici des étudiants de l'ESMA qui sont là ce soir, mais on a beaucoup de parents qui s'interrogent toujours sur, après une formation de l'ESMA, y a-t-il des débouchés dans ce secteur? C'est souvent quand même l'inquiétude des parents. Qu'est-ce que vous pouvez leur répondre ce soir? Alors, oui, effectivement, ça a été longtemps l'inquiétude, ça l'est beaucoup moins depuis quelques années, hein, parce que ce sont des métiers qui aujourd'hui sont beaucoup plus mis en valeur, effectivement. Y a qu'à voir, hein, on allume la télé, on voit des publicités faites en animation, 3D, on va au cinéma, on a des génériques qui sont très très longs. On a beaucoup de gens qui travaillent pour faire un film. Voilà, donc c'est beaucoup plus mis en lumière aujourd'hui sur ces métiers, donc heureusement, et donc on a donc beaucoup de gens, de jeunes gens qui aujourd'hui sont accompagnés par leur famille parce que les familles sont convaincues aujourd'hui qu'il y a des débouchés. Donc effectivement, dans ces métiers-là, on travaille beaucoup en France, mais également beaucoup à l'étranger. Et donc, voilà, on a des anciens étudiants, des milliers d'anciens étudiants partout dans le monde entier, mais qui aspirent quand même, à un moment donné, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, à revenir sur la France. Et quand ils sont formés sur Montpellier, en général, ils en ont gardé un bon souvenir. Et donc, beaucoup ont pour ambition de revenir sur Montpellier. Donc, en tout cas, on y travaille avec beaucoup de personnes. Vous me l'avez dit, hein, les jeunes étudiants se plaisent à Montpellier. C'est important. Francis Ingrand, tout à l'heure, on a dit finalement que Montpellier était beaucoup mieux que Marseille. C'est Thomas de Mattei qui l'a dit. Vous allez porter le témoignage que Montpellier, c'est beaucoup mieux que Paris, puisque vous avez quitté Paris. Voilà, on peut applaudir. Montpellier, c'est beaucoup mieux que Paris. Carrément. Alors, vous êtes l'exemple, Francis, parce que vous avez quand même démarré, vous avez quitté Paris pour vous installer à Montpellier, et depuis, votre PME croît beaucoup. Vous êtes dans les jeux vidéo, notamment dans la distribution et la coproduction. Tout à fait. Donc, quand je suis arrivé à Montpellier avec ma famille, nous étions 5, et aujourd'hui, on est une 50aine de personnes, donc c'est effectivement une belle croissance. Et on a eu la chance effectivement de rencontrer plein de gens formidables qui nous ont vraiment aidés à nous installer, que ce soit au niveau de la métropole, des équipes ICC, ou voilà, que ce soit au quotidien via l'écosystème qui est très riche ici, avec effectivement beaucoup de sociétés de prestations de services, des développeurs. Donc on a quelques images. Plutôt sympa. Ça, c'est vous. Ça, c'est pas moi, mais c'est un jeu qu'on édite, oui. C'est un jeu que vous éditez, c'est ça. Donc, quand je dis éditer, pour expliquer, c'est qu'effectivement, on coproduit un certain nombre de jeux vidéo, qu'ensuite on distribue et qu'on market à travers le monde, puisqu'on fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires à l'international aujourd'hui. Bravo, Francis. Voilà, on peut vous applaudir. Images, ouais. Alors, peut-être juste, Francis, je suis un peu curieux, mais dans votre exemple, on a l'impression que ce qui pousse à Montpellier pousse très vite et très haut, puisque vous dites 3 salariés, puis maintenant plus de 50. Qu'est-ce qui fait à un moment donné, des exemples concrets, que l'écosystème vous permet d'accélérer dans la mise en relation, dans le fait de pouvoir partager avec des acteurs qui sont à la fois certains de vos concurrents ou de vos partenaires? Qu'est-ce qui fait que ça pousse plus vite? Alors oui, c'est déjà dans la mise en relation, puisque quand on est arrivé, on a rencontré pas mal de développeurs qui avaient besoin d'aide à la fois pour la distribution ou parfois pour le financement et l'édition. Donc on a rapidement passé des accords avec des sociétés du coin. Et puis un métier d'éditeur, c'est aussi beaucoup d'ingrédients. Donc c'est de la localisation, de la voix pour les doublages, c'est tout ce qui est test,
Donc on a besoin de sociétés qui nous aident à réaliser tout ceci, et on en a beaucoup dans la région et au sein de la métropole. Et la proximité, c'est un plus, parce qu'effectivement, quand on veut des choses spécifiques, c'est tout de suite plus facile quand on peut s'adresser à des sociétés qui sont proches de nous. Francis, peut-être dernière question. Le maire de Montpellier dit souvent ici, c'est peut-être une nouvelle Californie, alors certes avec notre propre culture qui peut se développer ici. Finalement, lorsque les Américains vous regardent depuis la Californie et regardent Montpellier, est-ce qu'aujourd'hui il y a une guerre des talents dans le secteur du jeu vidéo? C'est un marché mondial, c'est un marché très compétitif. Qu'est-ce qui peut faire que finalement demain on va avoir encore plus de talents qui vont s'installer ici dans la métropole? Encore une fois, on en revient à l'écosystème. Ce qui est clé, c'est d'avoir des écoles avec des formations qui sont de très haut niveau. C'est le cas en métropole, dans l'Occitanie, mais c'est le cas au niveau national aussi, que ce soit dans l'animation ou dans le jeu vidéo. Tout ça pousse des jeunes créateurs à créer leur studio, à innover, inventer. Et après, à l'autre bout de l'écosystème, il y a des gens comme nous qui sont là pour aider, financer. Parce qu'à un moment donné, il faut financer ces projets-là, et les distribuer et les faire connaître dans le monde entier. Et je pense qu'ensemble, on est plus fort. Et même si on peut travailler, et ça nous arrive avec des studios australiens, canadiens ou autres, quand on peut, on aime bien travailler avec des Français, et c'est quand même beaucoup plus efficace. Vive la French Touch. Voilà, Cécile Chéniaud va vous récompenser. Oui, avec les trophées. La photo, s'il vous plaît, sur la partie droite de la scène, à tous les deux. Voilà, vous allez... Voilà, je vais vous laisser rejoindre Cécile. la place pour la photo. Alors nous, Virginie, oui, nous allons, je crois, avoir une petite séance, un entracte, mais pas un entracte, tout le monde reste bien assis dans la salle, mais on va justement regarder... c'est ça, ces images finalement qui ont été réalisées par cette école. Absolument. Quel est le résultat de tous ces talents, de Alors, tout ce travail? Isabelle, juste un mot, parce que vous nous avez réservé une petite surprise. L'ESMA, bien sûr, produit des films et des courts-métrages qui sont récompensés. Et ce soir, vous allez nous offrir Pinocchio. Oui, alors ce sont des films qui sont réalisés en dernière année du cycle de cinéma d'animation 3D sur l'ESMA à Montpellier et sur d'autres villes aussi, mais là, en l'occurrence, c'est un film montpelliérain. Voilà, donc il est tout fraîchement sorti, puisqu'il a été présenté devant le jury professionnel le 9 septembre, si je me rappelle bien. Voilà, donc c'est vraiment c'est une des toutes dernières productions, parce qu'on avait 8 films produits sur Montpellier. Voilà, donc c'est le fruit de plus de 12 mois de travail pour un petit groupe d'étudiants, de 7-8 étudiants. Ils ont travaillé beaucoup, et c'est un vrai tour de force qu'ils réalisent chaque année. Et j'espère, en tout cas, je pense que c'est un film qui va faire le tour du monde, comme la plupart des films de fin d'études chez nous. Voilà. Allez, merci Isabelle. Donc, merci beaucoup Isabelle. Nous en venons maintenant à la remise du prix Personnalité de l'année. Et j'appelle notre partenaire André Deljari, président de Montpellier Business School. Bonsoir André, merci d'être avec nous. Alors remettre ce prix, c'est un petit peu logique pour une école de commerce. Oui, alors tout d'abord, j'ai été présenté à plusieurs reprises comme président de la Chambre de commerce de l'Hérault. Donc c'est vrai. Et puis il y a aussi cette belle école de management que nous avons sur Montpellier, qui aussi regarde avec tous ces talents que nous avons à l'intérieur et qui forme encore au niveau de tous ces métiers qu'il y a sur le territoire. Et quand on entend toutes ces écoles qui sont passées tout à l'heure, on voit ici tous ces talents émerger. Et pour nous, c'est une récompense du territoire. Et il faut persévérer encore là-dedans. Et on essaie encore d'aller beaucoup plus loin par rapport à tous ces hommes et ces femmes avec l'innovation, bien sûr, et toutes ces femmes responsables, engagées, qui sont ici, qui viennent se former ici, dans ce beau territoire de Montpellier. Qu'en est-il du nouveau campus ? Ce nouveau campus, vous savez que ça me tient à cœur, parce que j'étais venu ici il y a quelques années pour le présenter. Évidemment, là, avec
avec Michael Delafosse, maire président, on avance à grands pas aujourd'hui par rapport à ce campus, car Michael, à l'arrivée à la mairie, il a passé immédiatement à la métropole, donc c'est un sujet majeur. C'est un marqueur de territoire ici, puisque avec plus de 3500 étudiants, 19 000 diplômés, où pour vos recrutements, il y a de la matière ici sur Montpellier. Et quand on regarde, là aujourd'hui, le timing, c'est quoi ? Le timing, aujourd'hui, bien sûr poussé. On a, avec Maryse Faye, des arbitrages que je remercie sur, évidemment, Alco, qu'on est en train de terminer pour qu'évidemment, une fois qu'on est parti d'Alco, on part sur Cambacérès. Et là, cette belle école va générer d'abord de 3500 étudiants. L'objectif est de passer à 5000. Je rappelle sur un territoire que plus de 5000 étudiants, c'est plus de 350 millions d'euros de retombées économiques pour le territoire. Donc c'est important pour la totalité des partenaires. Nos banquiers ici présents qui nous font confiance aussi. C'est cela aussi, avoir une belle école. Et remercier aussi la présidente Carole Delga, puisque c'est plus de 25 millions d'euros qu'elle met par rapport à l'école au niveau de la région. C'est tout cela, essayer d'aller vite. Aujourd'hui, où on en est ? L'architecte a été sélectionné, donc avec notre ami Pierre Tour, Sanchis, et bien sûr, et le nom m'échappe, mais il va me revenir. Voilà. Et de l'autre, François Fontès, merci Monsieur le maire, merci Monsieur le Président. François Fontès, donc, d'ailleurs j'ai travaillé encore avec lui vendredi. François Fontès, donc là, le groupe d'architectes a été sélectionné. L'AMO avec l'ARAC et la CERM qui va travailler dessus. Aujourd'hui, il nous reste évidemment les arbitrages de l'intérieur qu'on est en train de terminer. Et ensuite, bien sûr, le dépôt de permis. Un objectif, ouverture octobre 2024. On va essayer de tenir les plannings parce que tout ceci génère jusqu'à 2024, 2025, 2026 plus de 300 à 400 millions d'euros de travaux sur le territoire entre l'école, les logements étudiants et bien sûr l'ancien site d'Alco qui va être bien sûr remis avec des logements sur ce site-là, sur ce beau site de 6 hectares. On suivra ça de près, évidemment. Voyons les nominés de cette catégorie personnalité de l'année. Voilà les 3 nominés. Je vous laisse le soin d'annoncer le nom de la personne qui va nous rejoindre. Marlène Taurine, Sophie Group. Directrice générale et cofondatrice de cette entreprise à Saint-Mathieu-de-Tréviers. Il y a 10 ans, suite à un plan social, les salariés de l'entreprise spécialisée dans la maintenance électronique ont mis en commun leur indemnité de licenciement pour racheter l'entreprise. Vous en faisiez partie du coup, hein, oui. Voilà. Et vous avez créé il y a 5 ans donc, cette marque de téléphone reconditionné Smart. Oui, alors c'est une aventure un petit peu atypique évidemment. Hein. On parlait de la France qui s'apitoie un petit peu parfois quand il y a des coups Là, durs. vous êtes retroussé les manches. Hein. Et nous, on avait l'impression qu'il y avait une injustice, donc on s'est réunis avec mes associés que je salue. Et évidemment, on s'est dit, tout est perdu, on n'a plus rien à perdre, alors tentons l'aventure. Et donc, effectivement, l'entreprise existe depuis 35 ans. On est spécialisé dans la maintenance électronique des matériels télécoms. Il y a 10 ans, donc, on a décidé de reprendre notre usine et puis essayer de sauver notre entreprise et puis les emplois. Et il y a 5 ans, on a décidé donc, de créer la première marque française de smartphones reconditionnés. Avec des valeurs éthiques, oui, parce environnementales. Fait, nous, on a toujours été engagés dans la prolongation donc, de la durée de vie des produits électroniques. C'est notre métier. Et en fait, on s'est dit effectivement qu'on pouvait proposer aux Français, donc, que ce soit les entreprises, les collectivités ou les particuliers, en fait, des téléphones de qualité réalisés par des professionnels avec des équipes formidables qui, au quotidien, s'investissent énormément. Du coup, cette marque Smart, elle nous a permis de créer 77 emplois en 5 ans.
Elle nous a permis de créer une école de formation, puisqu'aujourd'hui, il n'existe pas en France. Vous avez créé un nouveau métier, c'est ça Alors, on n'a pas créé le métier, je veux mais en dire, tout cas, aujourd'hui, c'est un métier effectivement, qui est tout nouveau, quoi, reconditionneur de téléphone. On est sur un métier qui est nouveau et on s'est retrouvé confronté à la volonté de créer de l'emploi, mais il a fallu qu'on accompagne nos collaborateurs et on a créé donc une école de formation en interne qui s'adresse à des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qu'on accompagne dans leur réinsertion. On a presque atteint la parité puisqu'on est à 48% de femmes pour 52% d'hommes dans un environnement qui est quand même plutôt masculin, hein, la réparation électronique, donc merci. on essaye de faire passer les messages qu'il n'y a pas de limite en fait. Si on a envie de réparer un smartphone, c'est pas forcément les hommes. Si on a envie de faire du code au niveau informatique, c'est pas forcément non plus les hommes. Enfin, c'est des choses qui se font très naturellement aujourd'hui. Mais c'est des messages qu'il faut rester vigilant pour les faire passer. Et aujourd'hui, on propose surtout des produits de qualité parce qu'il faut qu'on rassure les consommateurs, basés sur 35 ans d'expérience, sur une unité, une usine qui répond aux meilleurs standards d'excellence industrielle en France, dans nos métiers, hein, bien sûr. Et voilà, donc moi je suis très fière de mes collaborateurs, surtout, sans qui rien ne serait possible. Et je profite finalement de ce micro pour aussi sensibiliser sur le rôle que chacun peut jouer individuellement ou collectivement. Chacun peut faire sa part aujourd'hui. La transition écologique, on en parle. L'économie circulaire qui vient s'opposer à l'économie linéaire qui consiste à extraire, produire et jeter. Aujourd'hui, il y a des alternatives qui existent et nous, on en propose une. On ne va pas, à notre niveau, résoudre tous les problèmes, bien sûr, mais c'est déjà pas mal. On essaie de contribuer, de s'intégrer dans l'action et dans le mouvement. Et, c'est super. Et chacun de nous peut le faire. Bravo Marlène, bravo, merci. Le trophée, la photo. Placez-vous pour notre photographe pour la photo. Je vous laisse repartir après en coulisses. Et nous en venons à présent maintenant au prix coup de cœur du jury. Et je rappelle Cécile Chénion, notre journaliste de la Tribune. Cécile, pourquoi un prix coup de cœur ? Et oui, Virginie, un prix coup de cœur. Parce que lors des délibérations du jury, alors d'ailleurs la Tribune remercie les membres du jury pour leur travail et leur implication. Lors de ces délibérations, donc, il y a une entreprise qui faisait l'unanimité, qui n'a pas pu être choisie comme lauréate en raison de son jeune âge. Elle ne pouvait pas déjà prétendre être ambassadeur d'Occitanie. Mais vous allez le voir, c'est une entreprise innovante qui répond à des enjeux colossaux, hein, nourrir les habitants de la planète et tout en prenant soin de la planète. Donc voilà, j'invite à nous rejoindre Pascal Thomas, le fondateur de Futura Gaia. Pascal Thomas, donc entreprise gardoise, qui a mis au point donc un dispositif de ferme agricole verticale. Expliquez-nous ce concept d'agriculture verticale, nouveau mode de production. Alors c'est un nouveau mode de production, on essaie de faire en sorte d'additionner ça avec les modes de production existants. Moi je suis fils d'agriculteur, petit-fils d'agriculteur sur des générations et on aura besoin de l'agriculture pendant de longues années. Simplement les défis climatiques que l'on a, on les a cités plusieurs fois, on l'a encore vécu hier soir à Nîmes, là je peux vous assurer que c'était assez violent encore, font qu'on va devoir trouver des solutions innovantes et on s'est dit, est-ce que la technologie avec de l'agronomie, on ne peut pas faire quelque chose qui va proposer des choses intéressantes? Et donc ce qu'on a choisi, c'est de recycler des bâtiments. Donc on s'installe dans un bâtiment et on va mettre des systèmes de culture. Donc on va mettre des plantes en culture. Alors on a un choix assez particulier, c'est qu'on a des grosses machines rondes. Ça peut ressembler à des tambours de machines à laver le linge. On va mettre des plantes là-dedans et puis au bout de 3 semaines ou 4 semaines, on va avoir une salade. Sans utiliser de pesticides et en mettant à peu près 10 fois moins d'eau. Parce que vous êtes sur sol vivant en plus. Alors l'autre élément, la particularité, c'est qu'on est convaincu que le sol a quelque chose qui a beaucoup de valeur. On a un très beau projet avec l'Université de Montpellier là-dessus, qui consiste à recréer les qualités qu'on peut avoir dans le sol, les recréer dans nos systèmes. Et on va retrouver ça sur la qualité des produits. On a la chance d'avoir Michel Kaiser, le chef du restaurant Alexandre à Nîmes, qui est venu goûter et qui nous a dit « mais moi je peux être votre ambassadeur du goût ».
parce que justement, avec ces différents éléments, on arrive à recréer un produit de grande qualité. Bravo pour ce que vous faites, hein, parce qu'on a tous besoin des agriculteurs pour manger et bien manger. Et surtout, ce qui est important, c'est de préserver, vous l'avez dit, le sol, hein, parce qu'avec les entrants, ce n'est pas le top. Et là, félicitations. Non, mais alors, on ne va pas répondre à tous les défis, mais on essaie de trouver quelques solutions. À votre faire en mesure. sorte que dans cette belle région, moi je suis rentré du Canada pour créer ce projet, après avoir fait mes études à Montpellier. Donc j'ai été étudiant à Montpellier, puis comme beaucoup, je suis parti à Paris. Et j'ai eu la chance de pouvoir revenir dans cette région. Et je suis ravi de vouloir être là, ici à Montpellier. On remercie tout le monde, et en particulier le jury. C'est une très belle récompense pour l'ensemble des équipes. Et en effet, en 2 ans, je pense qu'on a fait des choses extraordinaires. Venez nous visiter. Vous verrez, il y a Allez sur le site, hein, c'est passionnant. Hein. Venez nous Le voir. trophée, la photo, merci beaucoup. Je vous laisse poser pour notre photographe. Et il s'agit à présent de la 4e séquence de cette soirée avec, on revient à la terre aussi, avec les voix de la terre et du vin qui fait rayonner l'Occitanie dans le monde. Jean-Christophe Tortora. Vous avez un véritable ambassadeur là, qui va venir nous rejoindre sur scène. Oui, Virginie, on arrive à un moment crucial de cette fin de soirée. Vous savez, le travail d'une rédaction au quotidien, ici en région Occitanie, à la fois dans le bureau implanté à Montpellier, mais aussi à Toulouse. Pour nous, on a plusieurs enjeux. C'est à la fois détecter. Alors, tout à l'heure, avec monsieur le maire, on a dit que Montpellier, on le sait, il y a beaucoup de surdoués, et on l'a vu ce soir dans cette ville, mais il y a aussi des surdoués dans toute la région Occitanie. Et je pense qu'un journal comme le nôtre, à la fois, on doit détecter les espoirs, celles et ceux, et on a beaucoup d'entrepreneurs, de start-up. On a vu des PME, on l'a vu tout à l'heure avec la société de jeux vidéo qui passe de 3 à 50 salariés. Pour nous, c'est important à la fois de suivre les petits, les moyens, les PME, les ETI. Il y en a un certain nombre vraiment qui font partie des fleurons ici de tout le littoral de cette région d'Occitanie. Et je pense qu'il est toujours important aussi de récompenser les grands. Alors ici, un grand ambassadeur d'Occitanie qui a fait valoir son talent partout dans le monde. On va le dire. Allez. On appelle ici ce soir monsieur Gérard Bertrand. Merci Gérard Bertrand d'être avec nous. Je vais dire presque de conclure cette soirée. Venez, monsieur le vice-président. Je l'ai dit, hein, monsieur le vice-président, vous êtes d'accord avec moi, il y a beaucoup de surdoués à Montpellier, mais il y en a aussi beaucoup dans tout le reste de la région, notamment à Narbonne, là où vous êtes implanté, Gérard Bertrand. Vous avez été beaucoup récompensé dans votre carrière, en rugby, mais surtout aussi dans votre rôle de vigneron et d'entrepreneur. Est-ce qu'une récompense comme ce soir, finalement, c'est récompenser le rôle que vous jouez à l'export, de l'image que vous renvoyez de qualité partout dans le monde? Est-ce que ça fait toujours plaisir? Est-ce que ça fait plaisir à vos collaborateurs de remporter un trophée de plus? Bonsoir à toutes et à tous. Oui, bien sûr, ça fait toujours plaisir. C'est un honneur, mais c'est aussi une responsabilité, puisque moi, je suis né à Narbonne. J'ai toujours d'abord joué au rugby à Narbonne, et puis j'ai toujours valorisé le territoire, puisqu'ayant démarré dans les Corbières, maintenant nous sommes présents dans 16 domaines uniquement en Occitanie. Et j'ai toujours eu, avec mes équipes, la volonté de promouvoir les vins, mais aussi l'art de vivre de cette région, c'est-à-dire faire le lien entre les vins, la gastronomie, la culture et l'art sous toutes ses formes. Et c'est ce que nous faisons sur nos domaines et au Château l'Hospitalet en particulier. Gérard Bertrand, comment vous conciliez votre vie quotidienne à la fois de vigneron, près de la terre, à Narbonne, dans vos différentes productions viticoles, hein, il y en a un grand nombre aujourd'hui, hein, et puis à la fois la vie du businessman, de l'homme d'affaires, de l'homme entrepreneur qui doit partout aller faire le tour du monde pour vendre aujourd'hui vos productions qui sont aujourd'hui d'une renommée internationale et mondiale. Oui, mais l'un ne va pas sans l'autre. En fait, en Bourgogne, vous savez, on dit qu'un négociant, c'est celui qui n'avait pas assez de vin en tant que vigneron et qui s'est agrandi. Donc moi, j'ai démarré comme petit vigneron, puisque j'avais 3 salariés au début. Aujourd'hui, on a un groupe international de 350 personnes qui est présent dans 175 pays. Et j'ai toujours eu la volonté d'entreprendre et de créer, parce que ce que j'aime le plus, c'est de créer. Alors parfois, les gens ils disent « Oui, Gérard Bertrand, il a trop de vignes, il n'y va plus ». Alors je leur dis toujours « Oui, c'est vrai, j'y vais pas une fois, mais 3 fois dans chacune des parcelles avec mes équipes, puisque pendant 1 mois et demi, on fait 20 km par jour à goûter les raisins. Et ça, c'est passionnant. Mais le plus important dans la vie d'entrepreneur, c'est l'aventure humaine.
Moi, c'est vrai que j'ai été biberonné par les valeurs du rugby, par l'esprit d'équipe. Et comme on dit dans ce milieu, ensemble on va, tout seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et puis j'ai eu la volonté de montrer que la région d'Occitanie, et puis avec Georges Fretsch, on a créé Sud de France, South of France. Et on est arrivé comme ça aux États-Unis, on ne vendait pas une bouteille il y a 12 ans, et puis maintenant on est devenu la première marque française aux États-Unis, la 3e au Canada et la 5e en Chine. Donc, cela montre que tout est possible en Occitanie. Ce soir, on a vu par les entrepreneurs qui ont été récompensés que on est plus que dans une relance de l'économie. On est réellement rentré dans une phase de transformation de l'économie. Et vous avez eu peut-être l'intuition, la volonté ou vos convictions d'homme de la terre de mettre au cœur de votre projet économique le sujet de l'écologie. Quand vous voyez une soirée comme ce soir, qu'est-ce que vous voulez partager avec les entrepreneurs, les femmes et les hommes, sur justement le rôle que doit avoir l'écologie dans notre économie aujourd'hui, notre économie mondiale ? D'abord, l'écologie, c'est un acte citoyen. Moi, je me soigne par homéopathie depuis plus de 30 ans, donc j'ai compris ce que c'était. Et en même temps, j'ai découvert la biodynamie en lisant le livre de Steiner il y a 20 ans. Et on a expérimenté et on est passé de 2 hectares à plus de 850 hectares aujourd'hui en biodynamie. On est leader mondial du bio et de la biodynamie en viticulture. Et c'est passionnant parce qu'il n'y a pas les uns contre les autres. L'agriculture conventionnelle, elle a sa légitimité, mais on a ouvert une voie parce qu'en fait, se rapprocher de la nature, l'écouter, en fait, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui parce qu'on le voit avec les problèmes climatiques qu'on rencontre. Moi, en tant que vigneron, je me dis que je dois aussi laisser une meilleure planète pour les futures générations. Et la viticulture, elle doit être un exemple pour l'agriculture. Parce que, comme je dis souvent, on n'est pas obligé de boire du vin pour vivre, on est obligé de manger. C'est la liberté de la viticulture de prôner l'excellence. Et si j'ai un message à délivrer aux entrepreneurs d'aujourd'hui pour répondre à votre question, je pense d'abord qu'il faut être vigilant par rapport au monde qui change très vite. La digitalisation est là, donc on ne peut pas aujourd'hui en faire abstraction dans n'importe quel métier que ce soit. Mais le plus important, c'est de garder la vision. Moi, pendant 25 ans, et mes partenaires banquiers, certains sont là, ils m'ont accompagné. Et la vision, ensuite, avoir une stratégie claire, un plan d'action, des moyens et des objectifs. Quand vous avez ça, et que vous partagez ça avec vos équipes, et qu'en même temps, vous leur prônez l'excellence opérationnelle, en général, le succès arrive toujours. Gérard Bertrand, peut-être un dernier mot. Ici, il y a beaucoup de jeunes dans la salle ce soir. Il y a des jeunes étudiants de l'ESMA. On a vu vraiment la qualité tout à l'heure de ce court-métrage avec Pinocchio. On a des jeunes, des déterminés de Montpellier qui sont ici, des jeunes de la French Tech, et je les remercie ce soir. Vous, à l'âge de 22 ans, un jour, votre papa n'est pas rentré parce qu'il a eu un accident de voiture et vous avez été amené à prendre des responsabilités, à vous asseoir à sa place dans son bureau pour prendre en main l'affaire familiale. Donc j'imagine que vous avez dû faire face à cette épreuve, mais à la fois de vous donner beaucoup de confiance pour conduire à la fois et piloter cette entreprise. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à ces jeunes qui s'interrogent peut-être ce soir sur l'envie, le désir de créer leur entreprise, s'ils oseront ou pas? Quel est le message que vous avez envie de donner ce soir à la jeunesse d'Occitanie et à la jeunesse de Montpellier ce soir? Écoutez, chacun a un parcours différent. Tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur, mais ceux qui ont la volonté d'être entrepreneur, moi je dis toujours que le succès, il est toujours proportionnel au risque qu'on prend. Moi j'ai toujours pris beaucoup de risques dans ma vie. Comme je disais, j'ai toujours eu, surtout dans les 20 premières années, un endettement important. Mais le plus important, c'est de rien lâcher. Et ensuite, le plus important, c'est de savoir où on veut aller. Et on finit toujours par y arriver. Parce qu'à un moment donné, on rencontre toujours les bonnes personnes, à un moment privilégié. C'est de jamais se résigner. C'est ça, en fait, la force d'un entrepreneur. C'est de toujours se dire, OK, on a des épreuves, on va aller plus loin. Et comme je dis souvent, quand une porte se ferme, c'est parfois une bénédiction déguisée parce qu'il y en a une autre plus grande qui va s'ouvrir. Donc on peut appeler ça la foi ou on peut appeler ça le mental. Mais c'est ça le plus important, c'est de toujours
garder ce positivisme chevillé au corps. Merci beaucoup, merci. On va garder Gérard Bertrand, vous allez rester avec nous sur scène. Nous allons maintenant appeler Jean-Christophe, et c'est vrai que nous avons... Peut-être un petit mot de Jean-Luc Gibelin, alors, justement. très rapidement. Au nom de la région, au nom de Carole Delga, qui aurait souhaité être là, mais vous représentez très bien la région ce soir. Écoutez, c'est évident que Carole Delga aurait vraiment souhaité être là. Vous savez qu'elle est celle qui porte avec beaucoup de détermination cette Occitanie partout en France et dans le monde. Et un très grand merci pour ce que vous avez réalisé, pour ce que vous venez de dire comme philosophie pour réussir et puis continuer encore pendant longtemps. Allez-y. Merci beaucoup. Jean-Christophe, nous avons d'autres personnes à appeler sur scène, et notamment votre staff. Oui, alors restez avec nous, on va terminer avec une grande photo de famille ici en direct de l'Opéra de Montpellier, mais je voudrais quand même partager quelques nouveautés, et donc je vais appeler Stéphanie Marine et Sophie Bora. Bonsoir à toutes les deux, on va vous amener les micros. Alors Virginie, je vous présente ici une voix connue à Montpellier, c'est Stéphanie Marine. Stéphanie, ne te cache pas. Stéphanie, peut-être quelques mots que tu voulais partager ce soir. Bonsoir à tous. Écoutez, moi, j'aurais souhaité remercier déjà l'ensemble de nos partenaires, non seulement ceux de la soirée, mais ceux qui nous accompagnent tout au long de l'année, parce que c'est vrai que la Tribune Montpellier, c'est aussi beaucoup d'événements. C'est une newsletter quotidienne, donc c'est maintenant une revue nationale, la revue T. Et donc, je souhaitais vous remercier, parce que grâce à vous, ça nous permet de créer tous ces événements sur toutes les filières qui sont assez importantes pour Montpellier, le Languedoc-Roussillon notamment, que sont la santé, on en a parlé tout à l'heure, l'innovation. On a une très grosse manifestation aussi, les Women for Future, que beaucoup d'entre vous connaissent certainement. On essaye maintenant de conclure l'année avec le Forum Zéro Carbone, où je vous invite d'ailleurs à venir participer, puisque maintenant on a la chance d'être en présentiel. Donc il se tiendra le 25 novembre, et où nous parlerons de tout ce qui est ville de demain, mobilité douce, énergie durable, etc. Voilà. Des thèmes qui nous préoccupent tous. Tout à fait. Merci Stéphanie. Merci à vous. Merci Stéphanie. Donc rendez-vous, monsieur le maire, Montpellier, zéro carbone. C'est la transformation de la métropole, justement, et avec beaucoup de sujets qui seront partagés, débattus le 25 novembre avec l'ensemble des acteurs publics et privés. Alors si j'ai fait venir Sophie, c'est que Sophie, puisqu'on parle de la voix, oui. Elle est la directrice des relations institutionnelles de la Tribune, mais dans quelques jours, nouveau programme. Sophie, tu peux nous en dire quelques mots ? Oui, bien sûr. Bonsoir à toutes et à tous. Moi, je suis ravie de revenir en Occitanie, une terre qui nous est chère à tous les deux, cher Jean-Christophe. Juste avant de vous présenter un nouveau programme que nous allons lancer à la Tribune le 11 octobre, vous dire deux mots sur un mouvement que la Tribune a lancé il y a déjà quelques années, qui s'appelle Women for Future, qui est un mouvement qui a pour vocation de mettre en lumière les talents, tous les talents, et dont les talents féminins aussi. Et donc, à travers ce mouvement, on essaye d'être vigilant d'abord dans nos rédactions pour assurer une équité, un équilibre sur les personnes notamment qu'on fait intervenir dans nos événements, par exemple. On crée, tu en as parlé tout à l'heure, un événement national qui a eu lieu effectivement à Montpellier au mois de juin, qui s'appelle Women for Future, qui rassemble de grandes personnalités, hommes et femmes d'ailleurs, ici à Montpellier. Et puis maintenant, on va créer un nouveau produit, un nouveau podcast, cher à nos deux invités ici devant, qui va s'appeler Les Héritières. Voilà. Donc ce podcast, le premier numéro de ce podcast va sortir le 11 octobre sur vos plateformes et évidemment sur latribune.fr. C'est un podcast qui a voulu évidemment donner de la voix aux femmes qui ont des parcours exceptionnels et qui, je dirais, ont des choses à dire évidemment sur des questions, qu'elles soient économiques, politiques, de santé, de transition numérique, de transition écologique, etc. Donc l'objectif de ce podcast était de leur donner la parole librement. Vous avez vu que pendant cette crise sans précédent, les femmes ont été très souvent en première ligne, et pourtant
On ne les a pas beaucoup vus sur les plateaux de télé ou dans les colonnes de presse. Donc ce podcast a pour vocation de leur redonner la parole. On a enregistré l'épisode donc numéro 1 il y a quelques jours dans les studios à Paris de la Tribune, avec une invitée politique de premier plan, puisqu'elle fait partie du gouvernement. Il s'agit de Marlène Schiappa. Donc je vous invite à nous retrouver à partir du 11 octobre sur toutes les plateformes et sur latribune.fr. Merci infiniment. Merci Sophie. Il est temps, Jean-Christophe, de rappeler tous les lauréats, les partenaires pour la photo finish. Un petit dernier mot, il reste 30 secondes. Écoutez, simplement vous remercier à toutes et à tous. Continuez à être des surdoués dans cette région Occitanie. On reviendra encore plus souvent. Merci à vous tous. Merci à tous. Donc, merci de venir nous rejoindre, les lauréats, les partenaires, le jury aussi pour Monsieur la photo finish. Et puis, je vous souhaite une excellente fin de soirée. Et à très vite. Prenez soin de vous. Bonne soirée à tous.